lycéens de Félix-Éboué, donc je vous disais, protestent contre leurs conditions de scolarisation, désorganisation des plannings, problèmes d'insécurité. Une manifestation s'est tenue devant le lycée dès 6 h ce matin. Et puis la ministre Annick Girardin a donné ce matin le top départ des Assises des Outre-mer. Elle a présenté l'équipe projet ultramarin composée de personnalités représentatives des départements et collectivités d'outre-mer. Nous y reviendrons. Enfin, gardez un œil sur l'hygiène de vos repas grâce à l'application Alim Confiance. 121 établissements alimentaires guyanais ont été contrôlés et répertoriés sur l'appli. À suivre dans ce journal. Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue dans ces tranches d'informations locales et régionales. Un mouvement de protestation a eu lieu ce matin devant le lycée Félix-Éboué. Insécurité, emploi du temps désorganisé et insalubrité des salles de classe. Dès 6 h ce matin, enseignants et élèves ont bloqué l'entrée de l'établissement. Aux alentours de 9 h, une délégation a rencontré la direction du lycée. Des solutions à court terme et à moyen terme ont été trouvées. Les détails avec Pierre Tréfou. Ce matin, les élèves du lycée polyvalent Félix-Éboué opèrent un blocage pour dénoncer les problèmes qu'ils rencontrent dans le lycée et aux alentours. Nous ne pouvons pas avoir de portable sans qu'on nous braque, nous ne pouvons pas avoir de tennis de marque sans qu'on nous les enlève, ni de bijoux sans que l'on nous les arrache. Au niveau de l'administration du lycée, elle n'est vraiment pas bonne. Depuis le début de l'année, nous avons dû changer 2 ou 3 fois les emplois du temps. Au niveau de la restauration, nous avions une restauration l'an passé. Cette année, nous n'avons pas de restauration. Au niveau des fontaines, dans le lycée, nous n'avons plus de fontaines. Et là, on en a vraiment ras-le-bol. Parents et professeurs ont soutenu les lycéens et se sont ralliés au blocage. Depuis la rentrée, mon fils a eu pas mal de problèmes d'emploi du temps. Il avait, pendant 2 semaines, il n'avait pas un emploi du temps fixe. Il a été renvoyé plusieurs fois à la maison. Donc c'est vrai que j'avais pas vraiment pris conscience des soucis qu'il y avait vraiment dans l'établissement. Ce que les élèves demandent, c'est qu'ils soient convoqués au CA, qu'il y ait des CVL, c'est-à-dire les conseils de vie lycéenne qui soient tenus, qu'ils soient entendus dans leurs demandes, qu'on les écoute et qu'ils soient pris en compte. Et c'est la même chose pour les enseignants et les personnes d'encadrement, Athos et autres, qui n'ont pas le droit au chapitre. À 9 h 30, une délégation d'élèves, parents d'élèves, professeurs et la CTG ont rencontré le proviseur et son équipe. Ce qu'on sait, c'est qu'ils parlent de faire des choses dans le futur. Et il y aura certains élèves qui ne seront pas présents. Et nous, on veut des choses maintenant. Suite à la réunion, les élèves veulent maintenir le débrayage jusqu'à obtenir des solutions concrètes. Les Assises des Outre-mer sont officiellement lancées depuis ce mercredi matin. Depuis la rue Oudinot à Paris, la ministre des Outre-mer a présenté devant les journalistes l'équipe projet ultramarin composée de 17 personnalités triées sur le volet pour leur parcours et leur sensibilité. Ils ont également été choisis pour leur représentativité des différents territoires ultramarins. Parmi eux, la présidente martiniquaise de la Fondation pour la Nature et pour l'Homme, Audrey Pulvar, et l'entrepreneur social guadeloupéen Gaël Musquet, entre autres. Quels seront les enjeux principaux de ces assises des Outre-mer pour les territoires ultramarins? Décryptage plutôt de Solène Boissé. Grand sourire et fierté apparente, la ministre des Outre-mer, Annick Girardin, dévoile son équipe des Assises de l'Outre-mer. Parmi eux, des personnalités ultramarines qui participeront aux ateliers organisés sur les différents territoires avec les élus, mais aussi les acteurs locaux. 7 mois de travail sur le terrain, indépendant des chantiers de la loi égalité réelle, votée sous la précédente mandature. Pour la Guyane, il y a les accords de Guyane, il y a la loi égalité réelle avec les plans de convergence. Cela va s'articuler. En même temps, nous penserons bien sûr également à l'avenir en parlant contrat convergence avec les élus. Donc il y a une démarche très participative. Une démarche participative portée par ce comité particulier. Son objectif, déterminer les principaux enjeux des territoires en prenant compte de leurs spécificités. Audrey Pulvar a rejoint l'équipe en tant que martiniquaise, mais surtout sous l'étiquette de présidente de la Fondation pour la Nature et pour l'Homme. Je pense évidemment pour ces territoires, et y compris la Martinique, aux questions liées à l'effondrement de la biodiversité et à la nécessité pour nous de sauvegarder cette biodiversité qui est si nécessaire à ces territoires, mais au-delà à l'ensemble de la planète. Le reste du monde et plus particulièrement les territoires voisins.
Car au-delà de la participation citoyenne locale, la volonté est d'élargir le dialogue, notamment pour les Antilles récemment touchées par les ouragans Irma et Maria. Pourquoi toujours se référer à Paris? On pourrait parler à San Juan, on pourrait parler à la Dominique, on pourrait parler à Sainte-Lucie, à Anguilla, à Barbuda, Curaçao. On a des dizaines de radioamateurs qui sont remontés de Curaçao, de Bonnières, qui sont venus prêter main forte aux Saint-Martinois, en partie hollandaise, en partie française. Dans cet esprit, un site internet a été lancé pour faire appel aux idées des citoyens ultramarins. À partir du 18 octobre jusqu'au 31 janvier prochain, les porteurs de projets pourront participer au concours d'innovation dans l'espoir de recevoir le label bleu Outre-mer qui financera une partie de leurs initiatives. Des nouvelles des dossiers guyanais à l'Assemblée nationale. Hier soir, le député Gabriel Serville a interpellé le ministre de la Transition écologique, Nicolas Hulot, à l'occasion du débat sur la loi mettant fin à la recherche et à l'exploitation d'hydrocarbures sur le territoire français. Le député regrette le mépris de la France qui propose cette loi sans pour autant consulter les premiers concernés, les Guyanais. Pour rappel, les groupes pétroliers Total et Shell ont annoncé en 2011 avoir découvert du pétrole à environ 150 km au large de Cayenne. Écoutons cette intervention du député de la première circonscription. Dans son entreprise de communication à bas coût, le gouvernement revient ici sans aucune concertation sur une compétence octroyée depuis 17 ans à la collectivité régionale de Guyane, aujourd'hui collectivité territoriale de Guyane. Il est vrai que les gouvernements successifs, de droite comme de gauche, se sont toujours refusés à rendre ce transfert effectif. Aussi, quel message le gouvernement souhaite-t-il envoyer aux Guyanais qui sont massivement descendus dans la rue pour crier leur ras-le-bol en mars dernier avec un projet qui les dépossède purement et simplement de leur droit de décider par eux-mêmes s'ils souhaitent ou non exploiter leurs ressources. Incompréhension toujours quand Total, fleuron de l'industrie française, annonce le rachat de 25% de consortiums menant des recherches d'hydrocarbures au large du Guyana. Incompréhension encore quand la même entreprise française, Total, débourse 200 millions de dollars pour 5 permis d'exploration à proximité de la frontière franco-brésilienne. Irrémédiablement, les Guyanais vont donc souffrir des externalités négatives de l'exploitation des hydrocarbures par des Français chez leurs voisins, sans jamais en voir la couleur des retombées économiques pour leur territoire. Ma priorité, c'est de penser notamment dans cette région du monde à celles et ceux, et heureusement la Guyane y a échappé il y a encore quelque temps, mais qui ont été livrés en pâture au déséquilibre de la nature. L'idée n'est pas de faire les choses sans vous consulter sur la Guyane. Moi, j'ai tendance à penser, mais vous en déciderez plus tard, puisque le transfert de compétences que vous appelez de vos voeux depuis longtemps, me semble-t-il, ne saurait tarder. Mais je préférerais pour la Guyane, mais vous en déciderez, que vous tourniez vers les filières d'avenir plutôt que vers les filières du passé. N'y voyez en tout cas de ma part aucun mépris. Moi, j'essaye, autant que faire se peut, de combiner le court terme et le long terme. Et ce que vous mettez en avant, c'est un court terme. Et la phrase du jour est celle d'Anne Saunier, l'ancienne conseillère municipale de Kourou, déléguée à l'environnement, qui réagit à l'intervention du député Gabriel Serville. La planète ne peut plus supporter ça, dit-elle. Ce n'est pas juste la Guyane. Il faut trouver d'autres choses pour le développement économique. L'ancienne conseillère s'est ainsi exprimée sur son compte Twitter. Connaissez-vous Alim Confiance? C'est l'application mobile qui vous permet de consulter les résultats des contrôles officiels réalisés en matière de sécurité alimentaire. Depuis le 1er mars 2017, ces contrôles concernent toute la chaîne alimentaire, du boucher au steak haché. 121 établissements ont été contrôlés sur le territoire guyanais. Reportage de Jonathan Lariot. Dans cette cuisine de restaurant, il est l'heure de préparer le rush du midi. Les différents cuisiniers arrivent et tout de suite le chef les dispatche à leurs différentes tâches respectives. Cette enseigne reçoit plus d'une cinquantaine de couverts pour chaque service et pour deux chefs de la restauration, la pression est quotidienne. Car sur les devants du bar, une affichette indique le niveau de qualité du restaurant. Une information jusqu'alors mise sous silence auprès des clients qui n'avaient que peu de repères pour s'assurer d'un service de qualité. Ça peut être le bouche à oreille, ça peut être la réputation, ça peut être le type de produit, c'est tout à fait normal que les clients puissent avoir des informations sur la qualité de ce qu'on leur sert comme produit. Nous, c'est important pour nous d'avoir ce genre de contrôle
puisque ça permet rapidement de faire la sélection des établissements qui respectent les normes. C'est dans les bureaux de la direction de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt que se décide ce genre de référencement. Après avoir passé au peigne fin plus de 150 enseignes de restauration dans tout le département, il est aujourd'hui possible de vérifier la qualité de l'établissement juste avec son téléphone. On a une petite fourchette comme ça, c'est qu'il s'agit d'un restaurant, et en cliquant dessus, on obtient donc le nom du restaurant en question et la date du contrôle qui a été réalisé, et avec sur la base d'un smiley le résultat du contrôle. Sachant que le smiley complet qui sourit, ça veut dire très satisfaisant, c'est-à-dire qu'on n'a rien eu de particulier. Satisfaisant, c'est qu'on a jugé que les conditions étaient bonnes. Le smiley qui est amélioré, ça correspond à une mise en demeure. Et par contre, le dernier smiley, c'est à corriger de manière urgente, ça veut dire que l'établissement a été fermé. Le nom de cette application, Alim Confiance, une ordonnance de l'État qui signe la fin des contrôles de qualité à destination des seuls établissements. Aujourd'hui, le client est mis au courant. On faisait avant un rapport d'inspection qui donnait lieu à une note, mais qui n'était communiqué qu'aux restaurateurs ou aux professionnels concernés. Aujourd'hui, l'État a dit que ces résultats ils vont être transparents. C'est-à-dire que le consommateur il pourra décider s'il y a à améliorer, par exemple, de ne pas aller dans l'établissement tant que la situation n'est pas redevenue satisfaisante. Dans les 8 pays européens qui l'ont fait, on constate que le niveau de l'hygiène générale des établissements s'est amélioré grâce à la pression du consommateur. Aujourd'hui, l'application est en version bêta. Sur les 1500 enseignes de restauration du territoire, seuls 10% ont été à ce jour contrôlés. Mais la DAF est optimiste sur la mise en place d'un système à jour et fonctionnel le plus rapidement possible, pour que la qualité puisse être accessible en un simple tour de main. Aujourd'hui, c'est au tour des opposants au projet de la Montagne d'Or de rencontrer l'exécutif de la Chambre de commerce. Le collectif Hors de Question a exposé ses inquiétudes au sujet de projets pharaoniques. Pour la présidente de la Chambre de commerce, il faut entendre les deux sons de cloche. Reportage de Stéphane Govindin. En attendant, le projet reste ce qu'il est, pharaonique par rapport à ce qu'il est, à savoir 2 km 300 de long, 500 de large. Voilà ce que cherche la présidente de la CCIG, entendre les deux parties, la compagnie Montagne d'Or et le collectif Hors de Question. Encore plein de points d'interrogation. Je vois que j'en ai plus qu'hier. Hier, je suis restée avec des points d'interrogation et encore aujourd'hui. Donc, je pense qu'il faudra encore que je m'informe des deux côtés pour vraiment avoir une position définitive sur le sujet. Pour le collectif Hors de Question, la mégamine industrielle représente un danger majeur pour la population et les écosystèmes. Donc, comment aujourd'hui le président de la CTG, Rodolphe Alexandre, en complicité avec M. David Richer, peuvent nous dire que ce projet est viable. En tous les cas, hors de question, avec trop de violence, nous allons faire en sorte d'informer la population parce qu'il n'y aura pas de retombées économiques pour ce pays, pour notre pays. Nous allons subir une dégradation, mais cela n'est que le début parce que je veux rappeler que la superficie est de 32 stades de France, plus 1,5 fois la Tour Eiffel, et donc pour une vraie longueur de 2,5 km, et il est hors de question pour nous d'accepter cela et d'accepter des miettes de 2% de taxes pour la Guyane. Deuxième concours de l'année pour recruter des sous-officiers. Sur les 125 candidats attendus, seuls 60 se sont rendus à leurs épreuves ce matin au Proct. Les sous-officiers sont destinés à rejoindre les rangs de la garde républicaine, la garde mobile et la garde départementale. Vanessa Machin, capitaine Vanessa Machin, adjointe au chef de bureau des ressources humaines de la gendarmerie, était au micro de Pierre Tréfou. On permet au fait à ces jeunes de pouvoir faire, pas dire un peu de tout, mais on leur fait découvrir en fait qu'ils peuvent faire tout en gendarmerie et ne pas arriver le matin, savoir ce qu'ils vont faire parce qu'on ne fait jamais la même chose tous les jours. On découvre un petit peu, on dit bah tiens on arrive, ah bah tiens aujourd'hui on va faire ça. Il peut se spécialiser, donc il peut ne pas avoir la même vie au quotidien et ça c'est hyper intéressant. Comme on dit, nous sommes là pour leur faire découvrir la métier de la gendarmerie et tout ce qui est métier. Et c'est vrai que pour eux, c'est un peu abstrait parce qu'on a beau, nous, on le vend, on est là pour justement
montrer la gendarmerie, leur faire vivre ce que nous on vit au quotidien. Et nous, notre but, c'est de leur faire adhérer et leur montrer que la gendarmerie, c'est beau, c'est une belle institution et que derrière, ils peuvent éventuellement peut-être trouver leur place. Alors les jeunes qui ont été déclarés admissibles et admis à l'issue de l'ensemble des épreuves partiront en école de sous-officiers de gendarmerie en métropole. Donc ça se fait exclusivement en métropole pour une durée de 12 mois. 9 mois de formation et 3 mois de stage en école, en unité, pardon. Et suite à cela, ils seront affectés dans des unités en métropole, soit dans une branche de la gendarmerie départementale, gendarmerie mobile, ou alors la garde républicaine. Ça sera après en fonction du classement. Donc à l'issue des différentes épreuves au cours de la formation, les meilleurs classés choisiront leur classement en fonction des places qui seront mises à disposition. Un tour chez nos voisins des îles du Nord. Si à Saint-Barthélemy, tous les élèves ont repris l'école 3 semaines après le passage de l'ouragan Irma, à Saint-Martin, seul un quart ont pu reprendre les cours. Certains élèves ont été scolarisés en Martinique, au collège Asselin de Beauville de Ducos. Ce sont 2 jeunes de 11 à 14 ans qui prennent de nouvelles marques depuis jeudi dernier. Louis Sabas les a rencontrés. Regardez. Je vais te donner ce matin tous les exercices que nous avons faits depuis le début de l'année. Suivi particulier pour Enzo. Le jeune Saint-Martinois n'a commencé les cours que depuis quelques jours. Ceci, c'était le devoir à faire à la maison. Bien qu'en phase d'adaptation dans son nouvel établissement scolaire, il apprécie de reprendre d'une façon quasi normale sa vie de collégien. Oui, ça se passe bien. Je me suis fait des amis et tout. L'école, c'est important et il faut toujours aller à l'école. Il n'est pas le seul originaire de Saint-Martin au collège Asselin de Beauville. C'est aussi le cas de Candice, en 6e. Ces 2 élèves venus de la ville de Marigot, côté français, ont vécu le passage dévastateur de l'ouragan Irma. Leur établissement scolaire a été détruit et s'ils ont la chance de retrouver le chemin des classes, ils ne peuvent s'empêcher de penser à leurs amis restés là-bas. C'est que ça va un peu mieux à Saint-Martin, mais je les ai sur WhatsApp ou des réseaux sociaux, donc je peux savoir qu'est-ce qu'ils font. S'ils vont bien. Je ne sais pas qu'est-ce qu'ils font, peut-être ils sont toujours dans leur maison, ils sont peut-être pas à l'école encore, peut-être mes cousins, je ne sais pas. Des questions sont aussi posées par leurs camarades. Ces rescapés acceptent de raconter leur histoire, même s'il est parfois douloureux de reparler du cyclone et de leur venue en Martinique. J'ai dit c'était un peu fou parce que le vent il était très fort et j'avais un petit peu peur. Et il y a mon frère qui tenait la porte. Et la porte, s'il n'était pas là, la porte allait s'ouvrir et tout allait sortir. J'ai pleuré un peu dans l'avion quand je suis venue. Enfin, d'abord, j'ai été en Guadeloupe. Ensuite, ma maman est venue me chercher. Je suis allée en Martinique. Pour aider à leur intégration, ils disposent d'un tuteur. Et, comme pour tout élève qui rencontrerait des difficultés particulières, un dispositif est mis en place par l'établissement. Une prise en charge globale des enfants et de leurs familles. Donc, le service médico-social est averti de manière à avoir une vigilance particulière parce que ce sont des enfants qui peuvent rencontrer des difficultés matérielles, psychologiques, matérielles. Donc nous avons tout ce qu'il faut pour aider les familles dans ces cas-là. Donc on peut même faire des commissions de fonds social d'urgence. Et puis donc dans l'établissement, nous avons aussi des cellules de veille pour éventuellement, si les enfants ont besoin d'écoute, puisque quand on vit des moments comme ça, c'est parfois très difficile, même si ça a l'air d'aller bien pour nos 2 élèves. Candice a été par le passé scolarisé en Martinique. Enzo, lui, aimerait finir son année scolaire avant de repartir. Ici, ces 2 élèves vivent avec leur mère, mais leurs pères sont restés à Saint-Martin pour travailler et aider à la reconstruction de l'île. Alors pour l'heure, ni la direction, ni Enzo, ni Candice ne savent réellement combien de temps ils étudieront encore au collège Asselin de Beauville. Et ces images de la place des Palmistes, tout de rose paré à l'honneur de l'Octobre Rose, mois de sensibilisation au dépistage du cancer du sein. Une action de l'AGEDOC, association guyanaise pour le dépistage organisé des cancers, en partenariat avec la mairie de Cayenne. Autre couleur du mois d'octobre, le bleu pour toute cette semaine dédiée aux personnes âgées. La mairie de Trinité en Martinique a choisi de se pencher justement sur un sujet plutôt tabou dans notre société, la sexualité de nos aînés. Une conférence débat a été organisée autour de ce thème. Alizé Lutran, Guy Raphaël René se sont rendus sur place. Regardez.
Parce que le bien-être passe aussi par la sexualité, un élément essentiel dans la vie de certains seniors. L'homme croit que la femme, quand elle a 65 ans, c'est terminé, elle va les regarder plus jeunes. C'est pas vrai, la femme a vieilli, mais il faut qu'elle s'arrange aussi. Hein. On a l'impression que c'est terminé pour elle, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Une femme peut être super épanouie, elle peut trouver l'homme de sa vie à 70 ans. J'ai une copine et je vis ma vie. Une femme, dans le mois, elle peut avoir des sensations 2-3 fois par mois. Il ne faut pas non plus être trop sectaire. Hein. Non, ça arrive, mais ça diminue. Le sexe. Si certains abordent la question sans complexe, pour d'autres en revanche et souvent par peur du qu'en dira-t-on, le sujet est plus délicat à aborder. J'ai perdu mon mari, je reste toute seule. J'ai pas besoin. Je sais pas poussée par ça. C'est-à-dire des caresses, des machins, ça peut être là, un baiser, avec un sourire, avec un truc. Non, ça arrive. Vice versa. Mais ça coucher non. Et les jeunes, qu'en disent-ils? Ces lycéennes en esthétique sont venues procurer des soins aux seniors aujourd'hui. Lorsque l'on évoque avec elles la sexualité de leurs grands-parents, la question met quelque peu mal à l'aise. Moi, ça me choque en fait. Même y penser, si ma grand-mère faisait toujours ça, j'aurais pas. Pour moi, j'aurais pas. Non, pour moi, c'est incroyable en fait. Ça me dégoûte pas, ça me choque pas, mais j'arrive pas à penser qu'ils peuvent le faire en fait. Mon désir, serait de vous faire partager tout ce que j'ai appris. Paulette est formatrice en gérontologie. Aux côtés d'une psychologue, elle a décidé d'ouvrir le débat aujourd'hui autour de la sexualité des seniors. Une manière, selon elle, de vaincre les idées reçues. Le but déjà au niveau des grandes personnes, c'est de leur permettre de leur dire qu'ils ont le droit, que ce n'est pas parce qu'ils ont l'expression d'une sexualité qu'ils sont vicieux, ou bien pour les femmes, c'est grand femme chaud. Hein, enlever ce genre de qualificatif, leur dire déjà qu'ils ont le droit. Et la deuxième chose, leur dire qu'une sexualité épanouie fait partie de la qualité de la vie. Des tabous très présents chez nous. Parce que les gens qui écrivent n'écrivent pas beaucoup sur cet aspect et édulcorent un peu la relation affective. On dit rarement la relation sexuelle des aînés. Je crois que ce qui va changer la représentation, c'est par les retraités eux-mêmes. Le sexe chez les plus de 60 ans n'est donc pas rare. En France, 90% des seniors en couple déclarent avoir eu des relations sexuelles au cours des 12 derniers mois. Et pour clore ce journal, un invité culturel, nous recevons ce soir Yvan Royoufat. Bonsoir, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci d'avoir accepté notre invitation et d'être là ce soir sur ce plateau. Donc vous êtes le président de l'association La Vie d'Ambois et vous organisez la 6e biennale du festival Bushi Condé Sama. Effectivement, vous prononcez très bien cette appellation, le Bushi Condé Sama. Avant de rentrer dans le vif du sujet, quel est l'objet de votre association La Vie d'Ambois? L'objet de notre association, il y a 37 ans maintenant, c'était à l'époque de parcourir toute la Guyane, parce que nous avions constaté que notre connaissance culturelle, économique, artisanale et linguistique se limitait à l'île de Cayenne. Alors avec toutes nos familles, nos amis, nous sommes partis vers l'intérieur du pays, nous avons fait des remontées de rivières et de fleuves, et surtout nous avons rencontré les Guyanais de l'intérieur, les populations autochtones comme les Amérindiens et les Wayanas notamment, et aussi les Aluku, la société Aluku, la société Ndyuka et Pamaka. Alors, c'est la 10e année du festival Bushi Condé Sama. Littéralement, cela signifie la forêt, le village plutôt, et la personne humaine. Quelle est la vocation de ce festival? Nous avons créé ce concept parce que nous avions constaté que les compatriotes de la côte ne connaissaient pas ces populations, ne connaissaient pas leurs compatriotes de l'intérieur. Je veux dire en termes de propositions, ce que vous montrez à la population durant ce festival. Eh bien, nous allons montrer le savoir-faire et le savoir-être de ces populations, notamment au niveau de l'artisanat, au niveau de la transformation des produits. Il ne faut pas oublier que les Bushi Condé Sama sont les premiers agriculteurs, quoi qu'on dise, de la Guyane. C'est eux qui fournissent la majorité des denrées agricoles. Ça, on ne le dit pas assez. Vous voyez, et donc ils vont présenter tout ça, les produits finis comme l'huile de maripa, qui s'oublie, qu'on oublie, et puis aussi il y aura des ateliers de confection des vêtements
des Bushi-Kandé-sama, notamment le Pangi, le Kamisa. Il y aura aussi l'apprentissage des danses traditionnelles Aluku, puisque nous fêtons aussi la tradition musicale Aluku cette année. Et il y aura donc des ateliers aussi de fabrication des kawai, c'est-à-dire les sonai que les danseurs et les danseuses portent à leur cheville pour danser, le songé, la wassa. Alors, il serait question donc de culture, vous venez de le dire, mais c'est une tradition qui est arrivée en Guyane, celle des bonis, des aloukou, arrivée en Guyane depuis août 1970. 1776. C'est une histoire très dense. Parlez-nous-en un peu en quelques phrases. Oui, en quelques phrases. Hein. Oui. Ces populations, ces sociétés, elles sont 6 d'ailleurs, leurs parents, leurs ancêtres travaillaient sur les plantations anglaises puis hollandaises du Suriname. Et c'est en 1776 que leur chef charismatique à l'époque, Tata Boni, est arrivé avec eux. Après s'être battu très longtemps avec l'armée hollandaise. Ils sont arrivés en 1776, ils ont traversé le fleuve Maroni à hauteur d'Apatou, voilà, de Sparwin. Et donc ils se sont installés là. Et ils ont cherché justement à créer des alliances avec les autorités françaises de l'époque, qui, eux, étaient très contents dans un sens, parce que les Hollandais avaient annexé déjà une grande partie de la Guyane, notamment un territoire qui est actuellement le territoire des Ndjuka, 45 000 km² environ, le territoire égal à la Belgique, et ils s'apprêtaient à venir à envahir la Guyane deuxième fois jusqu'à Sinamari. Et c'est grâce aux Aloukou, ces guerriers valeureux, ces guerriers bonis, que nous parlons français aujourd'hui, toujours. Alors, un programme très chargé pour cette 6e édition. Conférence demain, donc le 5 octobre, à 18 h à l'Université de Guyane. Et vous recevez un anthropologue surinamais, Salomon Emmanuel. Quel sera l'objet de cette rencontre? Eh bien, la célébration de la tradition, toujours. Et monsieur le professeur Emmanuel Salomon, de l'Université de Suriname, va nous sensibiliser à l'importance des traditions des peuples Bushi-Kandé-sama notamment, ce qui leur permet à ces populations de s'adapter, de s'intégrer dans la modernité, dans l'industrialisation. C'est ce qui se passe au Suriname et c'est ce qui commence à se passer chez nous. C'est un festival sur 3 jours, donc jeudi, vendredi, samedi. Voilà. Est-ce qu'il y a des surprises pour nous durant ces 3 jours de festival? Ah ben, je vous invite à venir participer. Vous verrez, il y a des danses traditionnelles. Nous faisons venir trois groupes très importants, artistiques et musicaux de Maripa Soula et de Papa Ishtan, notamment African Piki, Tembe Na Nu Nanai, et puis le groupe Big Boss University. Il y aura une grande fête. Et aussi, nous allons passer un film, un documentaire que nous avions réalisé en 1994 sur la levée de deuil à Assisi. Vous savez, après 1 an de deuil, on enlève le deuil aux veufs et veuves. Et ça dure pendant 1 an quand même. Un an, c'est sévère, c'est sévère. Et après, ça dure 3-4 jours, la levée de deuil. Et donc, nous avons... On en parlera durant ces 3 jours. Vous allez projeter un film? Projeter le film le soir à 19 h, samedi 7 octobre à 19 h, sur la place des Palmis. Ce documentaire va être passé et va rappeler à beaucoup certains souvenirs. Très bien. Le rendez-vous est donc pris. Merci beaucoup, Yvon Oyoufat, d'avoir été notre invité ce soir. Je vous en remercie. Nous voici donc arrivés à la fin de cette édition. Voici les titres que nous avons développés. Les lycéens de Félix Éboué protestent contre leurs conditions de scolarisation, désorganisation des plannings, problèmes d'insécurité. Une manifestation s'est tenue devant le lycée dès 6 h ce matin. Et puis la ministre Annie Girardin a donné ce matin le top départ des Assises des Outre-mer. Elle a présenté l'équipe Projet Ultramarin, composée de personnalités représentatives des départements et collectivités d'Outre-mer. Nous en parlions. Enfin, gardez un œil sur l'hygiène de vos repas grâce à l'application Alim Confiance. 121 établissements alimentaires guyanais ont été contrôlés et répertoriés sur l'appli. Nous vous proposions la découverte de ce nouvel outil de contrôle de votre alimentation dans ce journal. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Prochain point de l'actualité dans quelques instants avec nos confrères de BFM TV. Je vous souhaite une excellente soirée sur ATV Guyane.